Parce que j'aimais aussi tout ce qui est très politique. Moi, je suis quelqu'un qui regarde c'est dans l'air pour me détendre. Puis j'ai vu les réseaux sociaux arriver, enfin, tout doucement. Moi, j'étais déjà dessus à titre personnel. Et en fait, en ingé média, on était vraiment la rédaction, en gros, multimédia. C'était pas encore la rédaction réseaux sociaux, mais c'était la rédaction multimédia, comme on rédige à l'écrit, avec de la vidéo, enfin, tout ce qui est possible avec du son. Et donc, je me dis, tiens, ça a l'air pas mal. Et c'est là que j'ai aussi découvert vraiment l'usage des réseaux sociaux et que j'ai vu que ça pouvait être un usage professionnel pour les entreprises. Tu connais tubededentifrice.com? Non, ça me dit rien. C'est un réseau social qui est vraiment pas beaucoup connu. Et s'il y a des gens qui étaient sur tubededentifrice.com, il faut qu'ils m'écrivent parce que je suis sûre qu'il y avait des gens qui étaient là-dessus. Et c'était vraiment, pour moi, j'ai l'impression, en fait, si tu connais tube de dentifrice, je pense que je suis persuadée que Mark Zuckerberg a dû tomber dessus un moment parce que on parle beaucoup, tu sais, de Mark Zuckerberg qui avait inventé Mhm, Facebook pour noter les meufs à mhm. Harvard, je crois, où il était et tout. Mais en Oui, fait, tube de dentifrice, c'était ça. d'accord. Eh bien, bienvenue sur ce deuxième épisode de Somi Story. Je suis ravie de te recevoir, Chloé. Donc aujourd'hui, je reçois Chloé Féchino à la table de Somi Story et on va se raconter notre histoire professionnelle, notre vie dans le social media et comment, enfin surtout toi, moi j'ai déjà pas mal raconté ma vie, mais voilà, comment après avoir fait un master de e-rédactionnel, e-rédaction, on finit par se retrouver consultante social media en B2B, en institutionnel. Tu as toi aussi un parcours extrêmement riche et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment? Comment on y arrive? Comment on fait un master e-rédactionnel? Donc j'imagine à l'époque pour apprendre à concevoir des contenus pour le web. Et puis un jour, bah, les réseaux sociaux arrivent. Que s'est-il passé, Chloé? Dis-nous tout. Alors, déjà, bonjour Laurence, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. C'est mon premier podcast, enfin en tout cas où je suis invitée, donc ravie d'être là avec toi. Comment on arrive? Oula, je vais essayer Prends ton de temps, prends ton temps. résumer, de faire un résumé. Si je devais commencer comme l'a dit là, la ministre de l'Éducation, où il faut qu'on sache très jeune ce qu'on voulait faire. À la base, moi j'ai commencé après le bac, je voulais être styliste, tu vois. Donc, rien à voir avec les réseaux sociaux, genre rien à voir. Et j'ai regardé pas mal de formations avec mes parents. À l'époque, on n'avait pas aussi cette plateforme géniale. Maintenant, où tout est regroupé, il fallait regarder, recevoir des plaquettes, des choses comme ça. Et je me suis dit, mon styliste, c'était un peu compliqué. Et en même temps, moi, ce que j'aimais surtout, c'était créer des trucs. Euh, et en fait, en discutant avec ma maman, qui est institutrice, merci maman, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup écrire. Et je me disais, la communication, ça peut être pas mal. Et en fait, j'avais commencé par un DUT Infocom, publicité à Besançon, big up à l'IUT de Besançon. J'avais des super profs qui m'ont appris à écrire. Et ensuite, je me suis dit, bon, bac+2, c'est bien. J'ai la chance d'avoir un père qui était cadre sup. Il m'a dit, ma fille, continue un peu. Ça peut être pas mal, parce que lui avait repris ses études et fait un master. Et il avait vu la différence en reprenant ses études plus tard. Donc il m'a dit, essaye de poursuivre un peu plus loin. Et je me suis dit, écrire, c'est bien. J'ai envie d'être journaliste. Donc, vous voyez, on change souvent, hein, des fois, de ce qu'on veut faire. Et être journaliste avec un DUT Infocom, c'était pas dingue. Et donc, je suis allée dans l'université de sciences politiques à Lyon 2. C'était pas Sciences Po, mais vraiment l'université. J'ai fait 2 ans là-bas. Je suis tombée en pleine grève du CPE. C'était génial. Lyon 2, c'est un peu comme toutes les facs en 2 de France. Ils montent très vite En en pression. sauce. C'est ça, dès que le gouvernement de gauche ou de droite dit quelque chose. Et donc, je me suis pris une année de grève assez violente. Et donc, je me suis dit, merde, ma licence vaut pas forcément grand-chose. Donc, j'ai poursuivi par une licence professionnelle, toujours à l'université, où là, c'était plus tout ce qui était collectivité territoriale, parce que j'aimais aussi tout ce qui est très politique. Moi, je suis quelqu'un qui regarde c'est dans l'air pour me détendre. Donc j'ai continué par cette licence-là. Et puis là, je me suis dit, bon, j'étais partie pour faire des études courtes, comme souvent les gens après le bac, on en a déjà un peu marre d'avoir fait école, collège, lycée. Je me dis, bon, ça fait quand même déjà 5 ans. Est-ce que je peux pas refaire encore 2 ans pour avoir un master? Mhm. Et donc, j'ai trouvé cet institut Ingémédia qui est vraiment génial. Enfin, moi, j'ai adoré, où ma meilleure amie était passée. Et donc, je suis partie pour ce master e-rédactionnel, histoire d'avoir un niveau bac+5 et vraiment d'apprendre aussi les nouveaux médias. Parce que en DUT, on avait commencé à faire des sites web, tu sais, à l'époque, qui étaient encore... je sais même pas comment expliquer ça. T'avais pas de calque, c'était un seul bloc et en fait tu mettais tes textes, tes images et après il fallait découper à la plume sur Photoshop et t'avais ton petit carré avec ton logo. Après t'avais peut-être 45 pixels ou t'avais rien et puis ensuite t'avais ton menu. Enfin, c'était un enfer.
Merci Et HTML et le CSS. tu prenais des blocs que tu faisais glisser, puis ça se mettait jamais comme il fallait. Tu avais l'impression d'insérer des blocs dans Word. Tu sais, c'est comme quand au lieu Infernal. tu essayes de mettre une C'est ça. image dans Word. Tu pouvais pas mettre ton image en hover, donc un bloc bougeait, ton image sautait 3 pages plus loin, c'était infernal. Ouais. Et donc, ça avait commencé ça en DUT. Et puis, j'ai vu les réseaux sociaux arriver, enfin, tout doucement. Moi, j'étais déjà dessus à titre personnel. Et en fait, en ingé média, on était vraiment, vraiment la rédaction, en gros, multimédia. C'était pas encore la rédaction réseaux sociaux, mais c'était la rédaction multimédia, comme on rédige à l'écrit, avec de la vidéo, enfin, tout ce qui est possible avec du son. Et donc, je me dis, tiens, ça a l'air pas mal. Et c'est là que j'ai aussi découvert vraiment l'usage des réseaux sociaux et que j'ai vu que ça pouvait être un usage professionnel pour les entreprises. J'ai fait mon stage de master chez EuroRSCG CNO à Ce pile nom l'époque. sorti du passé, ce nom que les moins de C'est 20 ans ça. ne peuvent pas comprendre. Et alors, un truc que j'aime bien raconter aussi aux gens, à mes élèves, c'est que c'était pile au moment de l'affaire DSK et EuroRSCG Génial, CNO. C'est son génial. agence. Je pouvais Oui, pas je être sais, mais oui, c'est au ça. meilleur endroit. Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué aussi des fois dans ma vie, c'est que j'arrive à être au bon endroit au bon moment. Et donc, je sais pas si c'est un don de l'univers ou un talent, mais c'est hyper important des fois d'arriver à Ah, être au complètement. bon endroit et aller voir les bonnes personnes et regarder ce qu'elles font. Donc, c'était Mm. super sympa. Et ensuite, j'ai fait mon stage de Master 2 chez Roxane Company. C'est une agence, je sais pas s'ils existent toujours, je crois, oui. Qui, Mm. en fait, le patron avait vraiment du pif d'aller aux États-Unis au moment où les réseaux sociaux là-bas étaient déjà en avance sur nous. Euh, et du coup, de ramener ça en France. Et du coup, j'ai pu faire mon stage de fin d'études dans une agence vraiment social média, qui à l'époque était plutôt rare, Ouais. où il y On est avait, en quelle année à ce moment-là? je crois, c'est 2012, Ouais, je c'est dirais ça, c'est vraiment 2011. le very, very Ouais. beginning de J'ai pas l'utilisation. une grande mémoire des dates, hein, donc je m'excuse auprès des gens qui Ouais, regarderont cet non, épisode non, si mais je il y a, confonds les dates. Mais mais on est donc vraiment au début 2012, hmm. c'est vraiment, enfin 2000, le début. Je me souviens que l'arrivée des pages entreprises sur Facebook, c'est 2010. Donc Ouais, donc voilà, on était voilà, vraiment au début. 2012, on est vraiment aux prémices, à Hmm. l'aube de l'utilisation. Alors non pas des réseaux sociaux hein, qui existent déjà depuis quelques années, Oui, qui commencent à être bien mais implantés. par les entreprises, c'est Voilà. vrai que ça reste quand même nouveau. Et je pense que même pour avoir discuté des années plus tard avec des gens, ça devait être dans les années peut-être entre 2015 et 2020. Je me rappelle, moi, je suis pas de Paris, je suis de Bourg-en-Bresse. Mm, Je suis montée à Paris pour faire finir mes études et faire mes stages parce que malheureusement, dans ma région, même encore actuellement, c'est pas hyper développé l'usage des réseaux sociaux et je pense que j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si j'avais pas à un moment dit ok papa maman je vous aime bien mais ciao. mm, J'ai vraiment bougé partout pour mes études et après je suis allée à Paris. On pourra en reparler de ça d'ailleurs parce qu'on m'avait donné des conseils très intéressants sur ça. Et mm. qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, donc voilà, à Paris, j'ai pu travailler avec des entreprises qui ont vraiment un usage des réseaux sociaux plus développé et c'est vraiment essentiel pour apprendre. Tout à fait. Et donc, quelle est la première plateforme sur laquelle tu es arrivé, du coup? La Moi, plateforme, c'était la titre perso, j'entends, hein, au à départ. titre perso, je crois que Ouais, c'était Facebook ouais, parce c'est que ça. c'était MySpace même. MySpace, c'est un réseau social. J'ai Tout pas à fait fait, copain tout d'avant. à fait. On est d'accord sur ce point. J'ai pas fait copain d'avant, mais j'étais sur MySpace, je me rappelle, et je tenais beaucoup à ma page et alimentais avec pas mal de choses. Et il y avait même un autre réseau social, attends, je sais pas s'il y a des gens, tu connais, mais est-ce qu'il y a des gens tu connais tube de dentifrice.com? Non, ça me dit rien. C'est un réseau social qui est vraiment pas beaucoup connu. Et s'il y a des gens qui étaient sur tubededentifrice.com, il faut qu'ils m'écrivent parce que je suis sûre qu'il y avait des gens qui étaient là-dessus. Et c'était vraiment, pour moi, j'ai l'impression, en fait, si tu connais tube de dentifrice, je pense que je suis persuadée que Mark Zuckerberg a dû tomber dessus un moment parce que on parle beaucoup, tu sais, de Mark Zuckerberg qui avait inventé Mm, Facebook pour noter les meufs à mm, Harvard, je crois, où il était et tout. Mais en ouais, fait, tube de dentifrice, c'était ça. d'accord. En fait, tu pouvais avoir ton profil, tu pouvais avoir des galeries d'images, tu pouvais mettre des photos de toi et il y avait une fonctionnalité que tu pouvais ouvrir, ça faisait un petit pop-up et tu notais les gens. Et tu pouvais mettre des notes de 0 à 10 aux gens et c'était trop drôle. Enfin, à l'époque, c'était pas le contexte actuel de Oui, bienveillance, machin, oui, oui, rien. oui, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, c'était pas méchant, hein. Il y avait pas de bashing, il y avait pas de troll. Enfin, c'était juste, tu mettais une note aux gens et c'était assez drôle. Et Mm. après, t'avais tout ce côté galerie d'images ou de forums, de discussions, de chatroom. Je me rappelle, j'avais une super galerie de sacs Ispac parce que je sais pas si c'était pareil dans d'autres lycées, mais dans mon lycée, t'avais une moque de décoration des sacs Ispac. Et moi, j'étais en section art plastique cinéma et donc les gens nous payaient pour décorer leur Ispac. C'était un peu l'élite du lycée. Et donc, j'avais ma C'était galerie les prémices d'un side e-commerce. project lancé sur le web, mais en C'est vrai. ça, le e-commerce. Et donc, je décorais des sacs Ispac magnifiques. D'accord. Et donc, voilà, tubededentifrice.com, c'est le premier réseau social.
Et Ok, vraiment, ben enfin, je vais je crois creuser que ça ça, existe. j'avais jamais entendu parler, mais écoute, Faudra voir. J'avais regardé il y a pas longtemps avec des élèves, ça existait toujours. Je sais pas s'ils sont toujours là, mais pour moi, c'était vraiment le premier réseau social. Ensuite, donc j'étais sur MySpace et ensuite je suis arrivée sur Facebook. d'accord. Et est-ce que tu as été parmi, comme je l'ai été, comme on a été nombreuses et nombreux à l'être, à utiliser Twitter en 2012, là, tu vois, quand personne s'en Oui. sert ou presque, à titre perso. Et enfin, moi, je sais que c'est vraiment mon utilisation de Twitter pour moi, enfin, en tant que Laurence Denez, moi, Laurence, qui m'a fait découvrir le champ des possibles, en tout cas qui m'a donné à voir le champ des Mm. possibles pour les marques. Donc c'est pas Twitter qui m'a donné envie de faire du social media, mais c'est vraiment Twitter qui m'a donné à voir l'utilisation du social media pour amplifier les Mm. marques, enfin la communication des marques, et donc m'a donné envie de creuser un petit peu dans ce sens. J'avoue que non, Twitter, honnêtement, j'ai créé un compte quand je suis arrivée dans l'agence pour mon stage donc D'accord. de fin d'études de Master 2. Mhm. Et c'est là on m'a dit, bon, il faudrait quand même que tu regardes ce que c'est. J'avais entendu parler, mais j'étais pas forcément Ouais, c'était pas ton. hyper intéressée par ce réseau. C'est vrai que Facebook me parlait plus. LinkedIn aussi, je crois que j'avais déjà un compte LinkedIn. Mhm. Ça, c'est vraiment le côté de mon papa, très cadre sup. Ma fille, ta carrière, c'est important. Tu fonces, tu bosses, tu te donnes à fond, tu montes les échelles. Enfin, voilà, Mhm. j'avais, je pense, un compte LinkedIn avant. Et Twitter, oui, je m'y suis mise. J'avais créé un compte. Mhm. Euh, Mais c'était pas J'étais ta peut-être moins plateforme de prédilection, quoi. C'est pas non, celle moi, ouais. qui t'a C'est amené. vrai que moi, je suis quelqu'un qui est plus visuel et j'aime bien écrire. Et je pense que c'est vrai que Facebook, j'avais peut-être plus de place aussi pour Oui, écrire, mais je suis eh oui, très oui, oui. littéraire. Mm. Et c'est vrai que Facebook me convenait plus. Et ensuite, quand Instagram est arrivé, j'ai trouvé ça aussi très sympa parce Mm. que j'ai ce côté très aussi visuel, créatif qui me correspond plus. Oui. Après, Twitter, non, j'ai été très active. Je suis là un peu moins depuis que Monsieur Musk nous fait ces petites crises d'ado sur Twitter. Mm. Mais non, Twitter, c'est un peu plus par vague, en fait. Il y a des moments où j'y suis, où j'étais très active, d'autres où je disparaissais un peu, puisque les conversations étaient moins intéressantes. Mais je pense que de toute façon, si on travaille dans le social media, et c'est aussi pour ça que les gens, et je les remercie, me leur disent, il faut que tu te fasses un compte, il faut que tu vois. Il faut de toute façon, quand on veut être un professionnel ou une professionnelle des réseaux sociaux, aller sur les réseaux, voir comment ça fonctionne, même si on se dit pas, oh, j'adore ce réseau, c'est génial, je C'est vais pas le passer toute ma sujet. vie Oui. et je vais avoir 10 000 followers. Mm. Mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que les marques font? Quel est l'usage différencié entre les marques et les particuliers? Euh, Je le les disais encore marques. hier à mes étudiants, effectivement, où je leur disais de toute façon, pour appréhender le social media et apprendre à Hmm. utiliser le social media comme un outil de communication, il n'y a pas 50 000 façons, en fait, il n'y en a qu'une, c'est Oui, il être faut mettre les mains dans le utilisateur. cambouis. Voilà, faut être utilisateur. Et quand je dis être utilisateur, ça ne veut pas forcément dire être créateur de contenu pour la dite plateforme, hein, voilà, mais être utilisateur et comme tu le dis très bien, observer qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne quand c'est une activation de marque ou juste un fil rouge organique d'ailleurs, hein, une animation, Mhm. voilà, à l'année, etc. C'est la seule et unique manière dans le sens où j'ai le sentiment, et c'est encore, c'était déjà, alors c'était très vrai quand nous avons démarré sur le secteur, mais j'ai le sentiment que ça allait encore un peu aujourd'hui, enfin ça le reste aujourd'hui. Tout ce que je vais leur apprendre hier sera de toute façon obsolète demain. Donc, Il y d'une a des certaine trucs. manière, en tout cas dans le fonctionnement Ouais. des plateformes et les usages et tout ça, c'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qui va marcher demain, ce qui a marché hier n'est pas nécessairement ce qui marche aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça remarchera jamais, Hmm. mais en tout cas voilà, c'est en constante Ça, je suis évolution. d'accord, on va dire vraiment sur l'aspect peut-être technique et au niveau du fine-tuning, du paramétrage des algorithmes, parce qu'on sait que voilà, demain, Zouk ou Musri décident que les vidéos fonctionnent mieux ou que les sliders fonctionnent mieux ou que les stories vont être plus visibles. Ça, oui, il peut y avoir des changements. Après, moi, il y a un côté où j'insiste beaucoup, c'est que c'est hyper important quand on veut travailler dans le social media d'avoir vraiment aussi une culture de la communication en, Merci. en tant que science et de se dire que quand tu dis il y a des choses qui fonctionnent plus, à un moment, les humains, surtout si on prend voilà, les humains occidentaux qu'on grandit en France, enfin, notre cerveau, il est à peu près tous câblés pareil. Euh, c'est à peu près pour tout le monde. Après, il y a des petites différences entre hommes et femmes, et on pourra y revenir, par exemple, sur des couleurs, des choses comme ça. Mais, et dans la façon de s'engager avec des contenus. Mais en termes de choses qui, pardon, qui retiennent notre attention, de choses qui vont nous faire réagir, de vocabulaire, de mots qui nous attrapent et qui nous arrêtent, il y a un moment, si on est occidentaux,
on réagira tous aux mêmes choses versus des populations peut-être asiatiques ou des populations sud-américaines ou des populations africaines. Et ça, c'est aussi dans les grandes théories de la communication à connaître, c'est dans la sociologie à connaître. Donc voilà, lire des sociologues, lire des théories de la communication. Euh, Ça, moi, je dis souvent, et je l'ai vu quand j'étais en agence social média, et c'est un truc qui m'horripilait, et Dieu sait que j'ai appris énormément de choses, mais certaines personnes qui étaient, non, mais les réseaux sociaux, c'est trop bien, on n'a jamais rien fait de mieux, on fera jamais rien de mieux. On peut Calmez-vous. te dire. Enfin, euh, On peut te dire. la radio n'a pas tué la presse, la TV n'a pas tué la radio, et les réseaux sociaux n'ont pas tué la télé, quoi. Enfin, il y a toujours de la télé, peut-être plus dans des TV, mais il y a toujours des formats TV. Oui. Enfin, donc voilà, c'est juste un continuum. Et de comprendre ce qui marchait avant, moi, je pense, peut aider à comprendre ce qui va marcher après et pouvoir analyser, OK, ça fonctionne, pourquoi? C'est pas juste l'opération du Saint-Esprit où j'ai le doigt dans le vent, il vient de l'Est, donc voilà, ça fonctionne pour ça. Oui, Non. tu as vraiment raison là-dessus. Et je parlais plus tu sais, moi j'ai souvenir par exemple il y a quelques années quand j'ai commencé à donner des cours, donc on est en 2016 et j'avais donc préparé un super PowerPoint avec tous les formats et tout Et ça tu et passes trois ça semaines et tu marche. dors pas et t'es stressé jusqu'à 2 heures du mat de ton premier cours et t'es là. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Voilà, donc tout ça et tout, et notamment à l'époque, c'était vraiment Facebook venait de lancer je sais même plus comment ça s'appelait, tu sais, c'était le format drag and je sais plus quoi. Tu cliquais sur la photo et tu pouvais la zoomer, Mm, faire un zoom in et ça l'animait. mm. Drague et je sais plus quoi. Bon bref, c'était le format qui était poussé par Facebook et tout ça. Tu vois, je me souviens même plus de son nom. Ce truc a duré genre 6 mois. J'avais fait quasiment 1 heure ou 1 heure et demie dessus parce que c'était vraiment, si tu veux, le sujet du moment. Et en fait, c'est à la suite de ça que je me suis dit, ok, on va pas les faire comme ça, les cours, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce que j'essaye de leur transmettre finalement pour les rendre ready to work, eh ben, c'est pas ça qu'il faut. Et j'avais fait ce petit pas de côté et je reboucle avec ce que tu viens de dire, où finalement, ce que je leur explique et ce que je dis tout le temps, c'est donc la communication est une science sociale. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis, c'est factuel, c'est posé comme tel. Et en fait, le mot-clé de cette phrase, c'est social. On est d'accord. Et donc, effectivement, la sociologie de l'audience, la compréhension des usages, des centres d'intérêt de l'audience, et tu as La raison. cible, la Voilà, de cible, ta la cible. cible. Mais même au-delà de ta cible, de l'audience en général, tu as raison sur un point. Les internautes français ne sont pas les internautes camerounais, qui sont eux-mêmes pas les internautes chinois, en fait. Mm. Et pourtant, c'est tous des êtres humains avec des Après, il y a fonctionnements. des choses communes à Bien tous les sûr, êtres bien sûr. humains, mais ça compte vraiment aussi d'autres aspects culturels qu'il faut prendre en Exactement. compte. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intangible. Et pour revenir à ce que tu disais là sur les choses qui sont en ligne sur les réseaux sociaux et qui partent, je fais exactement pareil avec mes étudiants. Je préfère leur apprendre, et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, des grandes règles de communication ou social media, parce qu'il y a des choses, enfin, ça fait moi 14 ans que je suis freelance et j'ai été freelance quasiment tout de suite après la fin de mes études. Toi, ça fait même un peu plus longtemps que tu travailles dans le social media. Il y a des choses qui restent dans le social media, les phénomènes de viralisation, de pourquoi quelque chose va prendre. Des fois, on comprend, des fois, on comprend pas, mais quand on comprend, c'est quand même toujours à peu près les mêmes choses. Donc, je pense que c'est important d'avoir conscience de ces logiques-là pour pouvoir les appliquer à tout. Et pour faire pareil, une petite anecdote sur les choses qui restent pas longtemps sur les réseaux sociaux, qui nous mettent une fonctionnalité en ligne. Et ça, c'est un truc pareil à savoir que qu'on soit chez l'annonceur, en agence ou freelance. LinkedIn, quand j'étais en agence, avait mis une fonctionnalité en ligne sur les pages entreprises. Et je sais pas si tu te rappelles, c'était, tu avais ta page entreprise et tu pouvais avoir une section produits ou services. Et tu pouvais du coup mettre des produits, des services, faire une espèce de petit onglet pour chaque. Et ils avaient une fonctionnalité qui était géniale en fait. C'était que suivant le profil de la personne qui passait, tu pouvais trier l'ordre d'affichage de tes produits et services. Ce qui était génial parce que à l'époque, je crois que c'était Groupe Chèque Déjeuner, on travaillait pour eux. Bah, si c'est un profil plus commercial, si c'est un profil plus RH, tu vas pas forcément mettre les mêmes produits en avant. Et l'agence avait fait une proposition au client, je sais plus, mais ça coûtait au moins 20 ou 30 k de développer ça, faire les textes, faire les visuels, créer qu'est-ce qu'on allait afficher pour quelle personne, parce qu'on avait vraiment voulu faire différents profils, parce qu'il y avait beaucoup de produits. On fait la prod, ça nous avait pris au moins 2 ou 3 mois, tu sais, de valider les choses et tout. On met en ligne, et au bout, je crois, de 3 mois, 6 mois, Facebook fait sauter ce truc. Donc t'es là, tu vends un truc à Et- ton client à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une fonctionnalité des réseaux sociaux. Et au Mm, bout de 6 mois, le réseau social te dit, ouais, bah non, en fait, c'est pas c'est ouf, ça. on enlève. Et c'est là où tu te dis, et tu comprends, et ça, c'est aussi un truc hyper important que je dis toujours aux gens, les réseaux sociaux, c'est comme si vous squattiez. Et que du jour au lendemain, quelqu'un peut arriver
et dire en fait, bah non, vous dégagez, vous êtes plus chez vous, vous prenez vos affaires et vous vous enlevez, même si vous avez passé du temps à rénover l'habitation ou à payer un loyer, à envoyer des sous à quelqu'un, vous pensiez que ça vous donnait le droit de rester, bah en fait non, vous n'êtes pas chez vous. Et je me rappelle, on était dans l'agence, on s'est regardé, on était là. Mais comment t'expliques à ton client? C'est compliqué. On est d'accord. Ouais, non, c'était affreux, quoi. Donc effectivement, les apparitions de formats sur les différentes plateformes sont le lot et sont le lot de tous les social media managers, sont même parfois, Mm, je crois, la hantise de tous les social media managers. Je c'est ça. suis une social media manager américaine sur Instagram qui a un compte de mème un peu, tu sais, et elle fait régulièrement des stories où elle met en avant le cauchemar que c'est d'utiliser le business manager de Meta à l'époque Facebook M'en et parle Meta, pas. voilà. Et l'autre jour, elle a fait un mème où c'était un gif où il y a une fille surexcitée, tu vois, très très heureuse visiblement. Et le texte c'était j'ai enfin compris comment fonctionne le business manager. Et ensuite, tu avais le même gif de la fille limite en train de pleurer. Et c'était moi 5 minutes plus tard quand je réalise qu'en fait non. Mais Voilà. c'est ça, honnêtement, Meta, s'il y a des gens de Meta qui regardent, genre, comment vous On dire? parle, faut qu'on parle. Prenez, genre, enlevez tout et reprenez à zéro. Parce qu'en fait, le business manager actuellement, j'ai envie de dire même les business managers, enfin, le back-office de Facebook pour les community managers, c'est stacks on stacks on stacks on stacks, quoi. Ils nous ont mis des couches et ensuite ils ont rajouté des couches, puis ils ont enlevé des trucs, mais du coup les liens sont morts et ça renvoie nulle part ou alors vers des 404 ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais plus où t'en es. Je pense que eux-mêmes sont perdus. T'as le business manager, mais t'as deux versions du business manager. T'as la version portefeuille global via le business.facebook.com. C'est n'importe quoi en fait. Ouais, c'est Je pense c'est qu'il vraiment un faudrait juste cauchemar, hein. non, mais c'est un cauchemar. Et moi, ça m'est arrivé, des clients, ils te demandent des trucs, tu te connectes, tu les aides, tu te reconnectes. Je sais plus ce que j'avais fait. Ouais, j'étais connecté Business Manager. J'ai dû pas me connecter pendant une semaine parce que je donnais des cours là. Mm. Je reviens, le truc avait changé, je savais plus où c'était. Parce que mon client était là, Chloé, je trouve pas. J'ouvre, je fais, ah bah moi non plus, je trouve pas. Et en fait, ce que j'explique à mes étudiants, c'est qu'en fait, être community manager, des fois, c'est juste être capable de trouver les trucs plus vite que votre client dans le business manager parce que vous savez ce que vous cherchez, que lui ne sait Exactement, pas. exactement. Mais des fois, c'est pas forcément savoir où c'est parce que bah, Meta a décidé de changer trois trucs en 4 jours et que vous êtes devant et vous êtes là comme limite une poule avec un couteau, genre, Mm. c'est où? Je suis perdue. Tu sais, t'as de l'écho Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. et c'est C'est- infernal. Ouais, oui, oui, et c'est vrai que c'est très propre à Meta. Et je sais pas si Hmm. c'est du coup, ça a inspiré les autres ou si c'est parce que ce type de plateforme, enfin ce type de back-office est de toute façon difficile à gérer, tu vois, en termes de dev, en termes Hmm. techniques, purement Non, moi, techniques. je pense que c'est un problème de dev où vraiment, ouais, ils rajoutent des couches et il n'y a pas une personne qui se dit, OK, là, on reprend tout à zéro et Ouais, on va refaire un truc propre, unifié, et où il n'y a pas 36 versions du même truc et des trucs qui sont des dead ends. Enfin, c'est... Parce que LinkedIn, typiquement, tu vois, quand on parlait des débuts et tout, je pense que j'ai fait de la pub LinkedIn il y a peut-être quand j'étais déjà en stage, donc oui, d'accord, donc dans il y a longtemps. dans la Ouais, première agence familiale. Donc je crois que ça devait être 2012-2013 où j'ai commencé à faire des pubs LinkedIn. Je me rappelle, j'avais commencé parce que donc, j'avais un compte en anglais à l'époque. Je sais même plus si ça existait déjà les comptes en français. Enfin, j'avais mon compte en anglais et il m'avait envoyé du coup des emails de publicité où tu avais des bons d'achat de 50 $ ou 100 $ pour faire de la pub et j'avais testé un bon de 50 $. Le patron de l'agence m'avait autorisé. J'avais mis un petit bon de 50 $ pour l'agence et ensuite j'avais fait avec un bon de 100 $ pour un client où ils étaient hyper contents. J'avais réussi à développer un groupe LinkedIn avec ce bon-là. Mais LinkedIn fait moins de changements, il y a moins de versions des back-office comme fait Meta. Et honnêtement, enfin, bravo à eux. Et un autre truc de félicitations à LinkedIn, malgré le fait qu'ils nous aient enlevé cette fonctionnalité, leur service après-vente. qui était bien, ouais. Ah oui, qui Ah, était mais très enfin, moi, je trouve qu'il est toujours bien. Je veux bien. dire, ils répondent hyper vite, ils trouvent des solutions. Oui, Là où souvent, je trouve que d'autres réseaux sociaux, c'est un peu, ouais, bah, on sait pas, on comprend pas, on peut pas vous aider. Et puis, tu discutes avec 4 personnes et t'as jamais de solution à ton problème. Ou là, ça compte quand même quand t'es un professionnel et que tu gères pour des clients, d'avoir des services, des SAV hyper efficaces. Et je le dis d'autant plus que j'ai bouffé du SAV. ouais, bah oui. Pour des grosses marques, Mm. ça peut être galère d'être de l'autre Ah côté. ben complètement, complètement. À l'époque, pour un de nos clients, on gérait effectivement le traitement des messages privés entrants du SAV.
Hmm. C'était environ 800 messages par mois. Et c'est vrai que C'est une vraie compétence. c'est une compétence à part entière. Cette Ouais. gestion-là de ces messages SAV, c'est une compétence à Et part ça, tu vois, je pense que c'est un truc aussi important à dire quand on est un peu des vieilles du métier. Pareil, je suis relou. Enfin, t'es comme moi, tu donnes des cours, donc on répète, on radote des trucs à nos Oui, étudiants bah oui, 45 oui, fois dans la session. Mettez les mains dans le cambouis, immergez-vous dans le cambouis jusqu'aux épaules et bossez la partie qui est la moins fun, oui. qui est la moins drôle, qui est l'opérationnel, qui est la gestion des interactions, qui est répondre aux gens. Oui. Mm. Parce qu'en fait, une fois qu'on est rapide sur ça, le reste, c'est facile. Et vraiment, j'ai bouffé du SAV. J'ai bouffé de répondre toujours la même chose, de faire des réponses, des fois copier-coller, de réécrire la même chose tout le temps, de répondre aux mêmes questions. Typiquement, moi, j'ai bossé beaucoup pour SNCF pendant des années. Et donc, tu as quasiment les trois mêmes questions qui reviennent tout le Oui. temps. Je me suis pris l'amende, comment je fais pour l'annuler, j'ai perdu un truc, machin. Mais derrière, quand tu sais faire ça, bah en fait, le reste est facile et ça te permet aussi d'avoir les mains dans le cambouis, de faire de l'opérationnel, de faire du conversationnel, parce que les réseaux sociaux, c'est du conversationnel. Ah, Ça te permet d'être meilleur en stratégie parce qu'en fait, quand tu discutes avec les gens sur les réseaux sociaux, quand tu comprends, et ce qu'on disait au début, comment les gens réagissent et qu'ils réagissent à peu près tous pareil aux mêmes phrases, aux mêmes incentives, aux mêmes triggers, bah derrière, t'es d'autant meilleur pour faire des stratégies, pour créer des contenus, pour proposer des stratégies de contenu, des stratégies édito ou de la stratégie pure de branding à des marques, en fait. oui, et d'être tout de suite dans une proposition qui a une forme de justesse. Mm, C'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours, c'est l'avantage en communication, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a autant de mm. réponses qu'il y a de CM ou de Mais il SMM. faut savoir expliquer Voilà. pourquoi. C'est ça. Exactement. La vraie bonne stratégie, c'est celle que tu es capable de défendre et c'est celle qui te permet de convaincre ton client. Mm, Parce que si tu es capable de la défendre, de l'argumenter et de convaincre ton client avec, c'est qu'a mm. priori, tu t'es posé les bonnes questions en amont. Ouais. Et ça marche pour ton client ou ton manager, parce que souvent, quand moi j'enseigne, c'est des élèves entre licence et master, et j'essaye d'avoir en tête le fait, bah, quand ils vont commencer, des fois ils seront pas en direct au client, il faudra, entre guillemets, juste qu'ils défendent leur idée par rapport au N+1, à leur manager, et je leur dis, mais en fait, vous pouvez avoir un collègue qui va avoir une idée toute pétée, Mhm. mais claquée, et parce qu'il saura mieux la défendre, mieux l'argumenter, des fois, votre manager va dire, ah bah oui, je prends l'idée de machine ou machin sur la vôtre. Donc, moi, quand il me présente, je fais, en fait, des fois, je m'en fiche de ce que vous me proposez en finalité. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous en êtes arrivé là et pourquoi vous en êtes arrivé là et pourquoi cette idée-là, elle est bien. Oui. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand j'ai démarré en social media. C'est mon premier patron, enfin employeur, qui m'avait dit ça. C'était Loïc Chauveau, pour ne pas le nommer, qui m'avait dit, Laurence, une stratégie de com, c'est une démonstration scientifique. Loïc Il Chevaux, faut on parle du Loïc Chevaux qui a monté son agence et qui après est parti. Parce que voilà. Loïc Chevaux, je crois qu'il est d'Ingé Média. Si on parle du même Loïc Chevaux, il était Ah, venu nous peut-être. faire une Ah, présentation à Ingé peut-être. Oui, Média. c'est probable. Euh, Le mec a monté son agence Brand Station et donc j'ai été sa Bah, on première parle du même employée. Loïc Chevaux, Ouais, ouais, qui est une voilà. espèce d'étoile filante, enfin même Exactement. d'une Voilà. d'une fusée C'est tout et à fait ça. excellent. Et oui, je Voilà. crois qu'il a fait un G-Média, tu vois, où Oui, j'ai ah donc ben je savais l'institut où pas. j'ai Ouais, fait mais mon c'est master. possible. Oui, oui, tout à Tu fait. Ouais. regarderas. Et donc il était venu nous faire une présentation, je crois, juste avant de monter Brain Station, si je me souviens bien, parce que c'était bah, quand je faisais mes Oui, c'est études. ça, il a monté Brand Station en 2013, donc C'est ouais, ça. ça doit être ça, Bah, ouais. en 2000, je crois que c'était en 2011 qu'il avait dû venir. Ouais, Et il était chez donc je pense Marcel qu'on à était l'époque, tous chez là, genre, Goldman. Ouais. ce mec est une. Ah, ce mec est bluffant. Genre, il existe vraiment, on peut toucher. C'est ça. C'est ça. Et il m'avait dit cette phrase et il avait raison. Ta reco, la stratégie que tu conçois, quelle qu'elle soit, que ça soit une stratégie éditoriale, une stratégie de contenu, une stratégie pure, comme tu disais, vraiment un positionnement branding, enfin peu importe, il faut que ta reco, ton document, soit une démonstration scientifique. Il faut qu'à la fin de ta présentation, Faut que tout se tienne. voilà, la Que ce personne en soit. face se dise, ah ben effectivement, Ouais. il n'y a pas Faut d'autre que solution. En vrai, faut il y que en le a. client, c'est ça, faut que le client ou le manager n'ait aucun coin d'attaque où en gros il puisse mettre une espèce de truc pour dire ah là ça tient pas, ça va tomber. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier ordinateur? Je parle pas de toi, Chloé, ayant acheté un ordinateur quand tu es devenue adulte. C'est vraiment le premier ordinateur que tu as eu à la maison. Ouais, je m'en souviens parce que tu sais, je pense que les gens quand ils ont eu à l'époque la première télé quand les télés venaient de sortir, ça devait être pareil. Et Oh, c'est pareil, ça. big up à mon père.
je pense que mon papa était hyper, et il est toujours, tu vois, plutôt à fond sur les technologies, quoi. Il a eu un caméscope, mais les gros caméscopes quasiment professionnels. Euh, Après, il est passé au plus petit. Et donc, quand il avait vu les ordinateurs, il avait acheté un ordinateur. À l'époque, tu sais, c'était les tours à plat où tu posais l'écran dessus. Alors, je me rappelle plus du tout de la marque parce que Mhm. j'étais trop petite. J'avais moins de 10 ans, je crois. Ouais, bah ouais. Mais c'était une marque avec des vaches. Il faudrait qu'on retrouve le nom. J'avais regardé d'ailleurs, mais c'était une marque où il y avait des vaches avec des taches noires et blanches. Et Mhm. donc, il avait acheté cet ordinateur qui, à l'époque, devait coûter mais hyper cher parce que c'était vraiment les premiers. On avait Windows 95, je me rappelle. Et je sais plus, on n'avait peut-être pas eu Internet tout de suite Mhm. au début, mais on a eu Internet avec l'époque, les modems Wanadu, parce que j'ai toujours une adresse Wanadu. Et je me rappelle, je jouais au bus magique. Ouais. Sur, il y avait cette. Moi, je suis la génération Minicum hein, sur France 3. Oui, c'est Euh, ça, ouais. et D'accord. il y avait ce dessin animé, le bus magique. Et donc, mes parents nous avaient acheté des trucs, genre les jeux, le bus magique. Et on avait aussi l'Encyclopédia Universalis, avec plusieurs CD-ROM. Tu sais, ça, c'est vraiment les trucs d'instituteurs et de cadres sup. C'est ça. T'avais la version papier. Et donc, mon père a vu la version bah, Numérique, numérique et ouais. je vais l'acheter à mes enfants. Et j'avais aussi un truc que j'aimais bien. Ma mère aimait beaucoup la musique classique et j'avais pareil une espèce de boîtier avec deux trois CD où c'était trop drôle. On pouvait alors à l'époque c'était tout doucement, ça avait un peu comme dans Jurassic Park quand elle va dans Linux chercher les fichiers où elle se balade et t'es là. Et à notre époque, je pense que je sais pas des enfants qui voient ça, je sais pas, tu te rappelles dans Jurassic Park, ça va tout doucement pour accéder aux fichiers et t'es là. Et je pense que les gens de notre génération, mais comment l'accès au fichier peut se faire aussi lentement? C'est Et ça. là, c'était pareil, tu te baladais dans des pièces où tu découvrais des musiciens, l'histoire des grands compositeurs de la musique classique. Et donc, c'est les trois logiciels dont je me rappelle Mhm. sur cet ordinateur qu'on utilisait. Et j'adorais le bus magique parce que moi, je suis une grande curieuse. Euh, je suis le genre de personne, quand j'étais gauche, je pouvais relire trois fois la boîte de céréales le matin pour être sûre de tout, d'avoir Pour loupé avoir bien lu. c'est ça. Et donc, le bus magique, je pense que je l'ai poncé, poncé, poncé et j'ai appris plein de trucs parce que c'était vraiment un truc hyper éducatif, hyper intéressant. Et après, on a eu d'autres ordis, je crois. Je sais plus si Oui, c'était même après, sur ouais. le même ordi qui a duré assez longtemps. J'ai eu Rayman comme jeu vidéo Mhm. à l'époque. C'était un des premiers. Donc, voilà. Ouais. Et t'as eu une console de jeu aussi ou pas? Ah oui, oui, non, mais je pense que je suis une geek. Ça se voit Ouais. pas trop, trop, mais mon frère et moi, on était très, très geeks. Mhm. La fille de ma nounou nous avait passé une Nintendo 64. Donc, Mhm. tu vois, les premières, il y avait un, je sais plus le Ouais. nom du jeu, il y avait un jeu avec un chat, fallait attraper des pelotes de laine. Donc, Mhm. on a eu une Nintendo 64. Et après, moi, j'ai eu une GameCube. Et le regret de ma vie, je l'ai donné quand je suis partie de chez mes parents pour faire mes études, je l'ai donné à des gosses que je gardais et qui faisaient du babysitting. J'aurais tellement dû la garder. C'est clair, parce qu'aujourd'hui, c'est so vintage, quoi. Oui, c'est ça, j'adore. Et donc, oui, non, moi, j'ai eu tout, quasiment. Moi, je suis très Nintendo. Donc, j'ai eu Oui. une Oui. GameCube. Je me suis acheté la Nintendo Switch, il y a la première version, Mhm. là, pour mon anniversaire, il y a quelques années. Mon frère et lui est plus Sony. Donc, on a eu une PS1, une PS2, une Mhm. Xbox que mon frère s'était acheté. Mais non, non, moi, je suis très jeu vidéo. Je suis très. J'aime pas forcément l'aspect technique. Je suis pas très codage. Mhm. Mais j'aime être sur Internet, j'aime être sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi qu'au final, je pense que c'est un peu la logique naturelle que je me sois retrouvée social media manager. Parce que j'aime créer, mais j'ai toujours aimé cet aspect digital, numérique, enfin, d'être sur un ordinateur. Quand il y a eu Internet, je veux dire, moi, j'ai rencontré mes meilleurs amis des fois sur MSN Messenger. Oui, c'est Donc, ça, c'est ça. Et en fait, là où tu as raison, je reboucle avec ce que tu disais au début de notre échange sur le fait que tout change, mais rien ne change. C'est que finalement, oui, tu as raison sur l'aspect, par exemple, rencontrer des amis sur MSN Messenger. Donc à l'époque, effectivement, c'était MSN Messenger. Moi, c'est ce que j'ai fait plus tard même sur avant Twitter. MySpace, MSN Avant Messenger, si MySpace, tu mais ne oui, comptes pas. complètement, complètement. Moi, ce Messenger, je me souviens, je m'en suis servi quand je faisais ma formation d'hôtesse de l'air, hein, parce que dans une autre vie, j'ai été hôtesse de l'air. Et donc, c'était en 2005-2006, tu vois. Hmm. Et moi, j'étais déjà une vieille à l'époque, entre guillemets, et c'était les plus jeunes participants à la formation que je faisais qui m'avaient initié à Messenger, dont je me servais à MSN Messenger, pardon, dont je me servais finalement assez peu, parce que ben, moi j'avais déjà 25-26 ans, et en fait c'est les cinq Ouais. six ans qui font la différence, tu vois, voilà. Ah bah oui, oui, moi c'est vrai qu'MSN Messenger, j'étais vraiment ado. Ouais, Je crois voilà. que je devais avoir 16, 17 ans.
Oui, Et voilà, c'est ça. j'étais tout le temps dessus tous les soirs. Mais après, mes parents avaient fait ça. Enfin, ma maman surtout. Mon père, il nous donnait des trucs technologiques. Puis ma mère était un peu, oula, qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? Enfin, elle était très prudente. Oui. Et, et elle avait fait un truc intelligent et que je recommande à tous les parents. Maintenant, bon, c'est vrai que tous les ados ont le téléphone dans la chambre. Et, j'ai fait du babysitting à un moment de gamin et je pense qu'ils me détestaient parce que le premier truc que j'ai dit aux parents, c'est vous prenez les smartphones Ah à oui. 18h, c'est bouclé. Parce que Mm. je sais ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Non. Il faut Et en pas. fait, ma mère avait mis l'ordinateur dans le salon, tourné vers le salon. Mm. Et on a un salon qui est en deux parties, qui est assez grand. Et en fait, c'était bon derrière un demi-mur, mais c'était tourné vers le salon. Et souvent, quand on était dessus, l'air de rien, elle se mettait derrière pour faire du repassage. Et en fait, on savait qu'elle Elle pouvait le voir. savait. Elle était trop loin pour regarder ce qu'on tapait sur MSN ou quoi. Mais c'était la manière de dire, je, je suis là, Mm. je vous laisserai pas faire n'importe quoi. Et mes parents aussi avaient pris le temps parce que, tu sais, quand tu es social media manager ou t'entends des fois des dérives, hein, des gamins qui se mettent dans des positions sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent, mais dans des pièges, c'est affreux, enfin, avec tous les prédateurs en ligne et tout. Mhm. Et typiquement, mes parents qui n'y connaissaient rien parce que c'était nouveau, je veux dire, ils Bien avaient pas le sûr. recul, je suis désolée, que peuvent Ah non. avoir certains parents Ah, maintenant. ça c'est Et certain. désolée, il y a des parents, moi je leur en veux des fois, Oui, de dire, moi putain, aussi. prenez le temps de vous renseigner. En fait, parce que D'accord. les réseaux sociaux, on va pas laisser son gosse sortir et traverser la route ou aller chercher le pain sans lui expliquer comment tu regardes pour traverser. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, t'attends que le bonhomme soit vert, tu parles pas à des inconnus. Et encore maintenant, on sait que c'est plus les gens proches qui font du mal au gosse, mais Mhm. whatever. Enfin, on se renseigne. Et mes parents avaient pris le temps de se renseigner. Ils nous avaient dit, voilà, c'est comme dans la rue, tu donnes pas ton numéro, le numéro de carte bleue de papa, maman et ton adresse à n'importe qui. Bah, sur Internet, c'est pareil. Il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu fais pas. Euh, et au final, je les remercie parce que j'ai 38 ans. Je suis arrivée à 38 ans sans jamais me mettre en danger, sans jamais. Et Dieu sait que j'ai rencontré des gens via MSN Messenger dans la vraie vie, via des applis de rencontre. Et même si tu veux, je me rappelle, j'ai commencé à rencontrer des gens à l'époque quand j'ai eu mon premier téléphone portable. Nokia 30, tu sais, c'était les chats par SMS. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Et je pense que si je dis à ma mère le nombre de gens que j'ai rencontrés, elle va tomber pas. Mais je l'ai jamais fait en me mettant en danger. J'ai toujours rencontré des gens dans un lieu public, par exemple dans une gare ou un café. Je me rappelle, j'étais encore au lycée. J'y allais toujours avec une amie. Oui. Parce que, Ah oui, oui. T'appliquais les règles élémentaires de oui, sécurité et tout ça. oui, Et c'est là où je que te mes rejoins. parents m'avaient dit, c'est très bien, c'est génial, qu'il y a plein de trucs, tu vas voir, Internet, on sait pas encore ce que c'est, mais apparemment, il y a des trucs bien. Mais ça peut aussi être dangereux, comme tu peux te mettre en danger quand tu es dehors, si tu suis n'importe qui. On est d'accord. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est que finalement, alors moi, j'ai pas eu besoin de mes parents parce qu'encore une fois, j'étais déjà adulte, donc en fait, ces Hmm. questions-là, je me les suis posées, entre guillemets, toute seule, enfin, voilà. Mais On va pas forcément tous se les poser toute seule aussi, hein, même en Mais étant tout adulte, complètement. Il y a plein de gens malheureusement. qui ne se rendent pas compte, un peu plus aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, qui ne prenaient pas nécessairement la mesure effectivement des risques associés. Et puis aujourd'hui, il y a, et je vois, j'ai une fille qui est adolescente et je suis toujours étonnée quand je discute avec les parents d'élèves du manque d'investissement personnel qu'ont les parents, sur certains parents en tout cas, sur la pratique social media et la pratique des Disons que réseaux trop de sociaux. parents ne parlent pas à leurs enfants parce que j'ai l'impression qu'ils se disent, oh, ça va bien se passer, c'est naturel. Non, enfin, Oui, je mais suis non. peut-être parano, je suis peut-être la team parano qui regarde trop Faites entrer l'accusé, Criminal Minds, comme je dis souvent, mais les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte sur le monde entier, n'importe qui. Et que ce soit les réseaux sociaux ou Internet. Oui. Et je suis désolée, vaut mieux être parano. Enfin, moi, j'ai entendu des histoires de proches, hein, donc c'est pas des on dit des machins. Enfin, des gamines qui, sur le téléphone, sur le WhatsApp de la maman, Mm. avaient été mises dans des groupes de discussion par d'autres petites de l'école, et il y avait un mec dedans, et on savait pas qui c'était. En fait, c'est avéré que le gars, c'était un gars qui avait 30 ans, qui discutait avec des petites qui étaient en primaire, sur le téléphone de la maman elle-même. Et qui, non, mais je fais confiance à ma fille, je regarde pas. Ben si. Ben si, Et il en y avait fait. une des petites, elle envoyait des photos d'elle au gars. Et en fait, les parents ont découvert que, ah, il y avait ce gars-là dans une discussion avec des gamines de 10 ans et qu'en fait, ah, mais il avait sûrement pas 12 ans, en fait. Sur le Mais téléphone de c'est la vrai, quand maman elle-même. j'ai donné son premier téléphone à ma fille, je lui ai dit, voilà, tu as droit à un téléphone, il y a trois règles. La première règle, c'est que la personne qui doit pouvoir te joindre H24, c'est moi. Hmm. Ça, c'est pour commencer. La deuxième règle, c'est que quand je dis on pose le téléphone, on pose le téléphone. Si tu discutes, il n'y a plus de téléphone. Et la troisième règle, c'est que jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que je décide que tu es suffisamment mature pour que j'arrête de le faire, tout ce qui est dans le téléphone est à moi.
Je regarderai tout, je vérifierai tout, je lirai tout. Et je pense que si tu expliques pourquoi tu Et fais oui, ça, j'avais pas juste, évidemment pas juste expliqué je fais pourquoi. ça parce que je décide que en mode je m'appelle Trump et c'est comme ça et blablabla. Non, non, pas du tout, mais j'avais Un enfant, il évidemment va comprendre. argumenté, tout à fait, expliqué le Oui, mais c'est pourquoi ça. du comment. Non, mais je me verrais parce que tu vois, c'est pas le côté j'impose un truc à un enfant et tout, Non, parce non, qu'on a non, tous été ados, on l'aurait tous hyper mal pris. Mais je pense que, enfin, voilà, à part la plupart des enfants peuvent comprendre que bien bah, sûr, un parent, il est là pour te protéger, pour prendre soin de toi, et que s'il fait ça, c'est parce qu'il y a des raisons. Enfin, tout à c'est fait. pas pour le plaisir. Oui, oui, c'est Enfin, pas pour te que donner un cas, ça et peut, si voilà, tu ça prends l'est n'importe. pas, c'est pas, tu peux aussi te faire agresser dans la rue, on est d'accord, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris conscience que ça pouvait être très bien et je peux apprendre plein de trucs, mais que comme si tu traverses la route sans regarder, Hmm, ou je sais pas, tu roules à 200 km/h sur l'autoroute, en moto, n'importe quoi, et alors qu'il pleut, ça peut être dangereux. Si tu bien le sûr, fais comme il faut, tu limites les risques. Mais ben si tu voilà. fais n'importe quoi sans avoir conscience du danger en disant, oh, mais c'est bon, tout va bien se passer, bah, tu peux vraiment, vraiment Hmm. te mettre dans la sauce. Et donc, comment, à l'issue de ce stage en agence, du coup à Paris, si j'ai bien tout suivi, C'est comment se ça. retrouve freelance? Qu'est-ce qui fait que à la fin de tes études, tu dis Le plutôt freelance caractère, que autre chose? ouais, je dirais le caractère. Comme je te D'accord. disais, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir trouvé cette agence. Je me rappelle, j'avais fait des candidatures dans des agences qui étaient très digitales. J'avais candidaté chez La Chose aussi. Oui. Parce que je suivais l'emblématique patronne sur Eh, eh Twitter. ouais. Hmm. Et j'avais candidaté chez La Chose. Et donc, j'ai été prise chez Roxane. Et je trouvais ça hyper sympa. J'avais une boss, Erika Antoine et Anne-Laure Braguin, deux boss de pôle, qui étaient vraiment géniales, qui m'ont appris à travailler avec de la rigueur, à faire attention aux détails, à rien laisser passer. Enfin, et ça allait de mon argumentation à ma façon d'écrire, à mon orthographe, ma conjugaison, ma grammaire, à faire un PowerPoint où tout était calé. Et elles sont parties de l'agence. Et Hmm. c'est vrai que des fois, tu sais, quand tu as des managers qui partent et que c'est un très bon manager, Hmm. il fait son rôle de te mettre dans une petite bulle de confort. Oui, bah Enfin, oui. en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et du coup, c'est vrai que bah, c'était beaucoup moins sympa quand elles sont parties. Eh ouais. Et après, je pense que ça arrive dans plein d'entreprises, hein. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, parce que j'ai un caractère comme ça, tu vois, très, toujours être à fond. Des fois, il y a des gens qui me disent je suis too much, mais je suis comme ça. C'est foutu. Et ils étaient hyper investis. Je voulais toujours faire le mieux possible. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'impression que c'était très apprécié. Enfin, en tout cas, pas à la valeur que j'aurais voulu. Mhm. Euh, alors après, voilà, il peut y avoir plein de raisons possibles. Toujours est-il que c'était pas mon agence, c'était pas l'agence de mon père. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, euh, les gars, c'était sympa. J'ai appris des trucs. Merci. Ouais, Au merci revoir. pour tout, mais à bientôt, C'est quoi. ça. À jamais, surtout. Peut-être. Enfin, du coup, ciao. Ouais, voilà. J'ai fait une petite pause parce que voilà, j'avais fait donc mon stage de fin d'études, j'avais fait un CDD de 3 mois et on m'avait proposé un CDI derrière. Et je t'avoue que j'étais très 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 fatiguée. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui était parti de l'agence. Je m'étais récupéré pas mal de boulot Mm. de pas mal de gens. J'ai pas beaucoup été augmentée. Je venais d'être stagiaire, on m'avait filé des stagiaires à gérer, donc j'étais là, waouh. Ouais. Et du coup, j'ai fait une pause en me disant, est-ce que j'aime toujours la communication? Est-ce que je suis saoulée de la communication, genre? Ou est-ce que c'est juste ce moment-là où c'était trop? Ouais. J'étais pas en burn-out, mais je pense que je suis pas passée loin, quoi. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, j'ai laissé passer l'été, j'avais pris un petit job alimentaire Mm. dans un magasin pareil, super simple, super patronne. Et je me suis dit, non, en fait, j'aime bien la communication. Mm. J'aime ça. Je veux dire, j'aime les réseaux sociaux, j'aime la communication. Et là, j'ai eu une opportunité et ça faisait longtemps aussi que je... le freelancing m'attirait. Honnêtement, depuis le DUT, en fait. J'étais tombée, pareil, par hasard, un truc que les anciens doivent connaître, surtout les freelances, Cob One. Je sais pas si tu Oui. connais. Mm. Et depuis le DUT, je lisais régulièrement plusieurs fois par jour les posts de Cob One. Et donc, je voyais en fait des freelances. Il n'y avait pas beaucoup de freelance en social media à l'époque parce que ça Non. n'existait pas encore. Ouais, ben, Quand bien j'ai sûr. commencé mon DUT, je crois que j'ai mon bac en 2007, 2008. Oui, donc oui. Mais beaucoup de freelance graphistes, beaucoup Le de freelance dev, métiers. moi j'avais beaucoup C'est travaillé ça, avec des des devs devs et des graphistes sur Cob des One. photographes, des choses comme Mm. ça. C'est ça, des métiers, on va dire, un peu plus traditionnels de la communication. Et donc, je les voyais gérer des problématiques, poser des questions. Moi, je m'intéressais beaucoup à la gestion commerciale, en fait. Comment tu gères un client, comment tu fais un devis, toutes ces choses-là. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être le bon moment pour vraiment tester. Pas juste lire ce que font d'autres et tu sais, un peu rêver de, ah, ce serait bien d'être freelance. Et dire, allez, lance-toi, fais-le. Et donc, j'ai créé mon statut bah, d'auto-entreprise aussi. C'était un Mm. bon statut pour Super. commencer en 2012. Ouais, ça 2012 parce que 2000,
Oui, 2012, parce que 2022, ça faisait 10 ans que j'étais freelance. Et donc, j'ai créé ce statut et bah, j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai eu des petites missions, pas forcément hyper, qui te permettent pas de vivre. Mhm. Donc, c'est là aussi que je dis, bon, bah, je vais continuer ce job alimentaire en vente et continuer le freelancing. Et j'ai décroché mon premier poste après, donc l'agence. Vraiment, et là, c'est pareil, c'est resté en alerte tout le temps. J'ai vu passer une annonce sur Facebook de quelqu'un qui cherchait à recruter un social media manager pour un remplacement. Donc, je savais que c'était un CDD et je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, ça me permettra de rentrer un peu de sous et de derrière pouvoir aussi continuer. Et j'étais chez Mazar. Oui. Euh, et moi, je connaissais pas du tout Mazar à l'époque. Enfin, tu sais, je viens du monde des agences. Ouais, SCG, Oui, c'est bah vraiment oui, oui, l'agence de oui. ces gars-là. Après, je suis dans une autre agence. Donc, Mazar, c'est le truc, genre, un 180 degrés, hyper Oui, sérieux. bah oui. Et justement, en fait, j'ai eu, je crois que c'était le recrutement le plus rapide de ma vie. Mhm. Encore plus qu'en agence. Parce que donc, j'ai dû voir l'annonce sur Facebook dans un groupe le lundi, Mhm. l'entretien le jeudi, le vendredi, on me fait une offre. Et alors l'offre, si tu veux, je sortais d'agence où j'avais bataillé pour demander une augmentation. On m'avait augmenté de 1 000 euros. J'étais passé, je crois, de 26 à 27 Mhm. k par an. Et Mhm. donc je fais l'entretien. On me dit ah bah c'est bien. Il y a... En plus moi j'adore les sujets économiques, j'adore les sujets financiers, j'adore tous ces trucs-là B2B. Comme je te dis moi c'est dans l'air toute l'actu géopolitique, j'adore. Et là ils étaient, je pense, hyper ravis de me voir débarquer parce qu'ils disent mais en fait on a du mal à recruter. Parce qu'en Ouais. fait, la communication, c'est un métier support. Et bosser chez Mazar, dans ce genre de boîte, pour les gens de la com, c'est hyper Pas rébarbatif. fun. Oui, ouais, c'est pas Ouais, fun. c'est pas sexy. Mhm. Et donc, je sais pas combien d'entretiens ils ont fait, mais peut-être qu'un seul, j'en sais rien. J'avais dit que je parlais anglais, et j'étais pas hyper forte en anglais, mais ils m'ont fait baragouiner 2, 3 phrases en anglais, donc ça allait. Mhm. Et donc, le vendredi, la dame des RH m'appelle et me dit, bonjour, vous voulez vous faire une proposition? Est-ce que un équivalent à 37K, ça irait? Et moi, je venais de quitter, si tu veux, genre 2 mois Ah, avant, un truc à 27, et j'étais là, ouais. genre, les yeux qui lancent des Oui, bah paillettes. oui, 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 forcément. Je savais même pas quoi dire, j'étais là. Puis du coup, j'ai eu un blanc. Elle a fait, il y a aussi de l'intéressement et de la participation. Genre, c'était que je dise non. Oui, oui, c'est ça. Elle Mais a c'est dû dire, juste, oh mon Dieu, elle va me dire non. C'est- mais c'est juste que moi, je savais même pas quoi dire parce que, genre, 10K en plus en 3 mois, j'étais là. Eh oui, c'est top. Et tu vois le ciel s'ouvrir, les gens se tomber et la Ouais, ouais, c'est musique. complètement. Alléluia. Ouais. Donc j'ai dit oui. Et D'accord. donc c'était 3 mois hyper intéressants où j'ai rencontré des gens géniaux, où j'ai appris plein de trucs, où j'ai fait beaucoup de rédaction en anglais, Mhm. où il y a quelqu'un qui devait vérifier ce que je postais en anglais et qui validait tout sans relire. D'accord. Donc je me suis rendu compte que mon anglais était plutôt bien parce que tu sais, si les réseaux sociaux, tu fais une faute, tu te fais démonter. Surtout à l'époque. Surtout à Voilà. l'époque. Sur Twitter, Ouais. Ah surtout oui, pour Mazar. Twitter, c'était. Ah oui, bah surtout pour Maza. Ah ouais, non, c'était terrible. Oui. Et donc personne n'a jamais rien dit. Donc en fait, je pense que j'ai jamais dû faire de faute. Donc là, je me suis dit, ton anglais, Tu slay. impeccable. Tu C'est slay. ça. C'est ça. Et donc, non, c'était vraiment très bien. Et j'ai vu aussi là l'importance de passer du temps, comme on disait, avoir les mains dans le cambouis. Parce qu'en fait, j'ai fait ce que je connais. Comme j'étais là pour 3 mois, je veux dire, j'étais pas là pour refaire toute la stratégie. Oui, Machin. oui, oui, bien sûr. Et j'ai juste posté des trucs régulièrement et interagi et travaillé mon engagement. Je likais les réponses, je répondais aux gens et tout. Le premier mois, j'ai fait mes petites statistiques parce que je suis une dingue des KPI. Enfin, je me travaille là sur un tableau KPI pour des marques et des agences. Et ben, je crois que j'avais fait un bond de 50% du taux d'engagement par rapport au mois précédent. Juste Mm. parce que tu réponds aux gens. Parce que tu t'engages avec ta cible. Parce que t'es pas juste là à mettre des trucs. Et un peu là, ok, je mets un truc, puis débrouillez-vous avec ça. Et sur les 3 mois où je suis restée, on a fait des gros bonds sur l'engagement. Parce qu'il y avait juste ce travail-là hyper basique. Et donc, c'était mon premier job. Et après, je suis partie freelance. Et autre truc génial, c'est qu'un an après, j'ai reçu un chèque de participation, je sais pas quoi, de 1 500 euros. Et j'étais là, mais c'est C'est bien, génial! hein. Je reçois un courrier de Mazar un an après être parti. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et là, j'ouvre et je vois 1 500 euros. Mm. Donc, allez-y dans les boîtes pas sexy, C'est parce ça. qu'ils payent bien. Et honnêtement, vous travaillez bien aussi avec des gens hyper intéressants, hyper intelligents. Et donc, c'est après où j'ai eu ce contrat-là. Et je suis passée par ce détour pour t'expliquer aussi. Parce qu'en fait, ce contrat, je remplaçais une personne qui devait partir pour 3 mois pour de diverses raisons. Et en fait, ce jeune homme, en revenant, on s'est quasiment croisés, hein, on s'est pas trop vus Oui, au vous n'avez pas final. travaillé ensemble, ouais. Oui, c'est ça. Sauf que euh, ça m'a permis de, en fait, mettre, si tu veux, un démarrage, mais genre un espèce de coup de pied aux fesses de ma carrière de freelance parce qu'il m'a recommandé à Juliette Aurin,
qui à l'époque travaillait chez Ici Barbès, ex-Textuel Lamine, et qui en fait cherchait des gens pour lancer la Social Room SNCF. D'accord. Et donc, il m'a recommandé à Juliette Aurin qui cherchait des gens de façon désespérée. Ben oui. Enfin, je passerai sur les détails, mais apparemment, c'était très, très compliqué de trouver Mais des du coup, tu as personnes travaillé fiables. avec Nicolas Mouton à l'époque ou pas? Oui, oui, Nicolas Oui, Mouton qui ah sortait ben de oui. SFR avec William Maury, enfin, toute la Mais team, c'est ça que j'adore dans le social la media, Dream c'est Team. que mais oui, mais c'est ça que j'adore dans notre secteur d'activité. Alors c'est sûrement vrai dans plein d'autres secteurs, mais voilà, on s'était jamais parlé avant, Chloé, C'est d'être un en petit contact monde, pour mais ce on se connaît tous. podcast. Voilà, on est d'accord, on s'était jamais parlé, on ne se connaissait pas, on Ah, a mais été mis pas en du tout. relation par une amie commune. Mais, mais dans les faits, effectivement, c'est que regarde, en échangeant sur ce qu'on a fait, et Mm. c'est particulièrement vrai sur cette période-là très particulière, cette espèce oui, on était dans un milieu finalement assez restreint. On était nombreux, mais Il y pas avait comme peu de ça. monde, je pense, Voilà. je dis pas on savait à 200% ce qu'on faisait, mais on Mm. était assez bien formés avec des bonnes bases en communication pour faire les choses comme il faut. Et typiquement, c'est ce que Juliette me disait. Enfin, pour l'anecdote, tu vois, pour la Social Room, je sais que Juliette avait recruté, je pense, au moins une vingtaine de personnes parce que c'était du 7h, 22h, Oui, 7 je jours me sur 7. souviens. Donc, Oui, si tu oui, veux, il bah faut oui, tenir la oui, cadence. oui, oui. Et ils avaient recruté des gens en CDD et en freelance. Oui. Et typiquement, ça, c'est quelque chose où, pareil, moi, je le dis dès que j'ai l'occasion de prendre la parole. Juliette Aurin, c'est une personne d'une éthique formidable. Mhm. Et même ici, Barbès, j'ai pu augmenter mon TJM avec eux. Et ils m'ont dit, augmente ton tarif, tu ne factures pas assez cher. Je crois Oui. qu'à l'époque, j'étais à 32 € de l'heure. Au secours. Mais j'avais jamais fait de tarif, tu vois. Oui, Enfin, oui, c'était en ma même temps, première mission en oui, oui. freelance. Et on me dit, OK, tu vas bosser quasiment tous les jours. Donc, je savais qu'il fallait pas que je sois aussi cher que si c'était un one-shot. Bien Mais je sûr. suis passée de 32 € de l'heure à 75 € de l'heure. Mm. Enfin, Ce qui était probablement ta valeur réelle, d'ailleurs, sur le marché, oui, mais je mais veux dont dire, tu n'avais pas combien nécessairement conscience, ouais. mais on sait aussi que le monde déjà change. Des fois, il y a des gens qui sont pas Ah, toujours hyper honnêtes, on va pas se mentir. on est Combien d'accord. t'as de personnes qui Mm, m'auraient dit Chloé facture plus cher et mm. qui m'auraient poussé à augmenter jusqu'à ce tarif-là. Ouais. Non, non, mais c'est Et sûr. sachant qu'en plus, c'était une agence, là, je te donne mon tarif de journée. Le soir, week-end, je pouvais facturer à plus 150%. Bah, Parce bien qu'eux, sûr. ils comprenaient que, bah oui, en fait, quand tu travailles après 22h, t'es pas au même tarif qu'en journée. Quand tu travailles le dimanche ou un jour férié, t'es pas au même tarif. Ben oui, Il et y a c'est plein de gens, cohérent. Et... Oui, oui, et tu leur je dis, n'en peux le plus, moi, week-end, de c'est ce. 150%, ils vont te faire. Oui, voilà. En fait, je n'en peux plus de ce discours et qu'on voit encore beaucoup. Je l'ai vu encore la semaine dernière quand il y a eu le week-end de Pâques, ou il y a 15 jours, là, je sais plus, ou le lundi de Pâques, j'ai vu passer plein de posts sur LinkedIn et ailleurs hein, oui, jour férié pour les salariés aujourd'hui, pour les entrepreneurs, un jour comme les autres. Et en Non, fait, non. non. Ben non, et il ne tient qu'à nous qu'il ne soit pas comme ça. Alors qu'effectivement, quand tu es entrepreneur, je te confirme, ça peut m'arriver de travailler un dimanche. Mais en général, si j'ai besoin de travailler un dimanche, pas parce que j'ai une OP spéciale que je travaille, c'est parce que le vendredi, j'ai rien fait, ou le jeudi d'avant, j'ai rien fait, Ou ou c'est parce que j'ai envie de travailler, par exemple, sur un truc voilà, personnel où pour je moi, pas forcément m'avance. pour un client. Exactement, et puis surtout, ou potentiellement je m'avance parce que je sais que la semaine prochaine, j'ai besoin d'avoir du temps libre mardi parce que j'ai des choses perso à faire. Mais le concept qui consiste à dire que quand on est freelance ou quand on est entrepreneur, pour y arriver, il faut travailler 7 jours sur 7, de 9 heures à 20 heures. Ben non, en fait. Et moi, ce que j'aime avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs, justement, qui est tant décriée sur les réseaux sociaux, parce que, soi-disant, ils arrivent, la fleur au fusil. Non, ils arrivent, ils ont aucun complexe. Et on en a eu tellement. Et peut-être qu'aussi, ils ont vu leurs parents se tuer à la tâche. Parce que Merci, dans mon cas merci. personnel, et ça, par exemple, je sais que je l'ai dit à mon patron d'agence quand j'ai démissionné, j'ai un père qui est hyper carriériste et ça lui a joué des tours parce que, par exemple, euh, il a fait 3 infarctus avant 60 ans Oui, ben, on a le parce même qu'il problème. travaillait 72 heures par semaine. Alors après, oui, c'est sûr qu'il était cadre sup, qu'on avait une vie confortable, mais il y a un Ah moment, tu as oui, envie de non, dire, ça. papa, j'aimerais bien t'avoir longtemps que d'avoir des montagnes de cadeaux à Noël. Enfin, l'argent, c'est bien, et le confort, c'est bien, et même le statut ou le titre, c'est bien, parce que je pense que lui, il y a aussi des choses comme ça qu'il cherchait. Mais prends soin de ta santé. Et vraiment, j'ai vu mon père se tuer au boulot. Mm. Et je veux dire, quand j'ai vu que j'arrivais à faire un nombre d'heures par semaine, en fait, je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Surtout qu'en plus, bon, j'avais pas la rémunération qu'elle avait, En contrairement à mon plus, père. Donc, non, mais ça, c'est encore autre chose, whatever. effectivement. Oui, oui, oui. Ça a de problème, mais c'est juste un travail. Exactement. Et ça C'est doit rien rester à par la place. rapport à ta Merci. santé, Oui. à tes amis,
à ta famille. Enfin, moi, À mes la amis, c'est vie, ma famille. à la vie en fait, à la vie, la vraie, et ça doit Oui, rester à la place. c'est bien d'avoir. Et encore, je pense que. Et en plus, je veux dire, dans les métiers de la communication, on a la chance souvent, c'est des métiers qu'on aime. Je veux dire, c'est pas un boulot à l'usine. Je connais peu de personnes qui sont passionnées par le fait d'aller bosser dans une usine. Donc, on va pas se mentir, tu vois. C'est Mm. souvent quand tu bosses dans la communication, tu as la chance de faire un job que tu as choisi, qui est pas Oui. un job alimentaire. Donc, On est d'accord. Et en enfin, fait, la tu plupart du peux, temps. Mm, pour moi, il y a une énorme différence. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, hein. J'adore ce que je fais. J'ai choisi de faire du social media, vraiment. mm, J'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai repris des études pour pouvoir réussir à travailler mm. en social media. Donc, c'est un vrai choix volontaire de ma part et conscientisé. Par contre, euh, c'est mon travail. C'est un Mm, outil pour me permettre de mm, financer mm, la vie que j'ai envie d'avoir. Il se mm. trouve que j'aime bien ce que je fais, mais d'abord, on ne sert à rien. On peut tous s'arrêter demain, la Terre tournera juste pareil. On l'a Ah vu avec bah le oui. Covid. C'est pas le cas de tous les métiers. Moi, j'étais fascinée sur Twitter au début du premier confinement par tous ces gens d'agence qui découvraient qu'en fait, ils servent à rien dans l'écosystème global, tu Je vois. pense que c'est des gens qui ont loupé l'article Bullshit Job au moment où il est sorti. Parce que je me rappelle de cet article, il est sorti, je crois, juste avant que je démissionne. Et je me rappelle, je l'avais lu. Et c'est un moment où je bossais pour une marque d'hôtellerie. Et je donnerai pas le nom. Et j'avais fait un post où c'était le magnifique hôtel, genre à Maui. Et c'était, tu sais, le summum du bullshit post Facebook à l'époque. C'était like si toi aussi tu voudrais te réveiller devant cette vue. Et je me rappelle, au moment où je postais ce truc, j'avais l'espèce de remise en question, genre mais qu'est-ce que je fous là? Et là, je me suis dit, c'est l'instant peak bullshit job. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas rester là. Tu bosses trop, t'as aucune reconnaissance. Tes collègues, la plupart de ceux que tu kiffais vraiment, ils sont plus là. Et en plus, t'es là à faire des posts qui ne servent strictement à rien dans la vie des gens. Genre, enfin, ça va juste Et même montrer dans ça la à vie des de la gens qui n'auront marque. jamais les moyens d'aller à Hawaï et se réveiller dans un hôtel 5 étoiles devant cette vue. Arrête, Et même à la arrête. marque, ça n'apporte rien aux gens, mais ça n'apporte rien à la marque non plus. Je Oui, me mais dire souviens c'était d'avoir un moment, tu passé, vois, de remise en question de je ne sers à rien. mais Donc c'est s'il y a ça. des gens qui ont dû attendre le Covid pour s'en rendre compte, c'est bien, faudrait Ouais, ouais, percuter ouais, plus vite. mais voilà, c'est Parce ça. que et le social media peut être utile, je veux dire. Bien Ça, sûr. Non, non, mais bien sûr, quand je dis ça on peut sert à être utile. rien, C'est juste qu'il y a, oui, mais c'est il y a des moments, enfin, je l'ai vu après, quand j'ai bossé pour d'autres marques et d'autres endroits, notamment pendant le Covid, j'ai eu la chance d'être au SIG, qui est Service d'information du gouvernement. Ça peut être utile. bien sûr. Ah, mais bien sûr. Donc, Mais quand je dis on sert à rien, c'est dans le sens où, hmm, tu vois, le médecin sera toujours une oui, c'est ça. nécessité. On a une Les utilité boueurs, sociale qui est moindre par rapport à d'autres voilà, métiers. non mais c'est ça, c'est que nous, si on s'arrête de travailler demain, la Terre va tourner à peu près Hmm, pareil. En hmm. revanche, de temps en temps, il y a des choses extrêmement, et Bah, même pas disons de qu'il y a temps en temps. il y a des moments de communication, il y a des métiers dans la communication où il y a des sujets de communication qui sont hyper essentiels, Mm. notamment bah, tout ce qui est communication publique. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, poster des trucs pour faire la promotion d'une marque X ou Y sur les réseaux sociaux, oui, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord, mais Faut pas se après, mentir. c'est porteur de valeur par d'autres aspects, par Hmm, d'autres. Là, c'est ce que je disais, comme tout le monde, j'imagine, hein, j'ai vu la campagne d'Avas sur Chine, j'ai vu les réactions des uns et des autres, je me suis évidemment forgé un avis, et en fait, c'est ce que je disais, le simple fait que ça ait provoqué le débat et que ça ait remis la discussion sur quel est le rôle des communicants dans l'évolution sociétale, quelle est notre responsabilité hmm. vis-à-vis des acteurs dont on sait que sociétalement parlant, et on ne va pas rentrer dans le débat fast fashion, pas fast fashion, Oui. voilà, c'est Non, pas restons d'un point de vue communication, ça a un voilà, intérêt en c'est soi. vraiment d'un point de vue communication et l'impact sociétal de la communication. Justement, on en revient à la Hmm. communication est une science sociale, c'est un impact sociétal. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ça? Et voilà. Et le simple fait que ce type de campagne remettre ce type de débat entre nous, ne serait-ce qu'entre professionnels de la communication, hein, je parle même pas de grand Quel public est qui va notre rôle voir. et Voilà. qu'est-ce qu'on a comme rôle à jouer dans des Et quelles sont changements nos de... propres limites finalement? Où Qu'est-ce est-ce qu'on qu'on s'autorise s'arrête? à faire ou Voilà. pas? Exactement, et de pouvoir être capable à tout le moins, de prendre une décision qui soit conscientisée, qui soit réfléchie. Et c'est exactement comme je le disais sur qu'est-ce qu'une bonne reco, c'est celle que tu es capable de défendre. Ton positionnement, pour moi, tout est acceptable. Et de le défendre avec des arguments qui tiennent C'est la route, vrai. mais aussi avec, entre guillemets, ton honneur. C'est-à-dire, je Oui, suis pas en train de me fourvoyer personnellement en faisant ça. Alors après, on place toutes et tous la barre à un endroit différent, on est mais je d'accord. pense qu'il y a un moment, il faut quand même pouvoir... Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien pouvoir me regarder dans la glace
quand je travaille avec des clients, on n'a pas tous les mêmes prérequis, mais moi, ça reste quand même un truc important, quoi. Moi, j'ai grandi à Bourg-en-Bresse. Enfin, Mm. quand je suis arrivée, on était en région parisienne. Ma famille était, mais très vite, vers 4-5 ans, on était à Bourg-en-Bresse. Et quand tu montes à Paris faire tes études, tu te rends compte déjà juste de la vision de plouc qu'on peut avoir quand tu viens de Bourg-en-Bresse. Genre, la ville du 01, genre, c'est vraiment la ville de paysans. Et typiquement, je pense que c'est aussi un truc où moi, je me rappelle, des fois, tu vois passer des communications de grandes marques, t'as l'impression qu'il n'y a que Paris qui existe, quoi. Ça a Genre, un peu tout est à changé, ça. Paris. C'était très, très Ça, vrai. ça a changé, mais honnêtement, il y a 15 ans, c'était Ah, mais il y a infernal. 15-20 Moi, ans, je me c'était rappelle, j'étais terrible. ado. C'est Paris, c'est le centre de la France et de l'univers et du monde, et il n'y a rien d'autre. Mm. Et c'est pour ça que j'imagine même pas quelqu'un qui a grandi hors de la métropole. Et tu vois, c'est marrant aussi, je trouve, comme perception, parce que pour le coup, moi, je sais que, tu vois, je suis noire, mais j'ai été adoptée. Et Oui, donc, j'ai grandi avec bah, des parents blancs. bien sûr. Mon père, il est marseillais, ma mère, elle est bressane, tu vois, tous les deux bien blancs. Mon frère a aussi été adopté, donc Mm. il est sud-coréen. On est Mhm. tous les deux en Corée du Sud, mais lui est vraiment asiatique, voilà. Et enfin, moi j'ai vraiment une sociologie en fait, et des fois j'explique aux gens parce que je sais que et ça influence notre façon de voir le monde, de parler, de réfléchir. Moi, je pense comme un être humain occidental blanc, quoi. Quand on Bien parle, par sûr. exemple, de la colonisation, si je dis nous, bah, je parle de la France, tu vois. Enfin, moi, comme je dis, des fois, j'ai des white privileges, en fait. Oui. Et les gens, quand je dis ça, me regardent genre. Ah, vraiment, What? Mais si, mais parce que tu as grandi dans. Mais si, mais je vois parce que très bien ce que tu veux j'ai dire. pas, déjà, j'ai pas d'accent quand je parle, tu Mais vois. Enfin, moi, je me rappellerai toujours du cas, tu vois, de cette jeune fille qui avait appelé le SAMU pour dire qu'elle était pas bien. Et je pense que la personne s'était foutue de sa gueule, bah oui, parce qu'elle avait un accent africain. oui. Le truc qui. Voilà. Si je mets pas ma photo, je m'appelle Chloé Fekino. Oui, non, mais c'est ça. Et c'est non négligeable. Mais bien sûr que c'est non négligeable et c'est exactement ce que je dis toujours à ma fille. Tu es né du bon côté de la barrière, tu as gagné à la loterie de la vie. T'as pas à t'excuser de ça, tu y es Il pour faut rien. faut en avoir conscience. Et ça, tu Voilà. vois, typiquement, c'est un truc, quand j'ai mes élèves de master, ils ont à Sub de Pub, j'ai donné des cours pendant 7 ans. Les élèves de master 2, j'avais un bootcamp social media, en gros, une semaine de séminaire. Et je finis toujours la semaine avec un après-midi, espèce de wake-up call, bienvenue dans la réalité, quoi. C'est Et ça. je leur sortais, mais tu sais, je leur sortais des statistiques, par exemple, sur vous allez arriver dans la communication, vous allez passer des entretiens. Il y a tous les aspects de la communication à connaître dont on parlait, les théories, trucs comme ça, des Mhm, trucs bien chiants, mais ça va vous servir. mhm. Ayez conscience de certaines choses, par exemple, et je leur sors les stats juste sur le fait que tu gagnes plus facilement d'argent parce que tu montes plus facilement hiérarchiquement si t'es grand Oui. versus si t'es petit. Moi, je fais 1m76. Avec l'afro, je fais 1m80, Mhm. 85. Quand t'es grand, t'es perçu comme plus compétent et donc meilleur manager avec plus d'autorité que quand t'es petit. Et ça a été étudié, il y a des articles, je crois que c'est The New York Times ou The New Yorker, Mhm. où tu peux gagner jusqu'à 50 000 dollars de plus parce que du coup, t'es promu plus facilement. Pareil, si t'as un visage qui est perçu comme plus esthétique, plus Oui. beau que d'autres personnes. Pareil, si t'es plus mince. Et ça, je parle, c'est même hors couleur de peau, hein. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Si tu es une femme et que Voilà. tu es maquillée sur ta photo de profil, tu as plus de chances d'obtenir quelque chose que si t'es pas maquillée. Si tu es coiffée, brochée, c'est pareil, Typiquement, c'est on pas parle la de même coiffure. perception. On Oui, parle oui, de, on sait qu'en France, je pense qu'il y a moins ce problème de coiffure des gens d'accord. afro qu'aux États-Unis. Mais tu vois, j'avais une élève qui était antillaise à un moment dans une université, université Paris-Eiffel à Paris. J'ai dit, elle avait des dreads, alors des dreads très propres, hein, et tout. J'ai dit, Mhm. sur la photo de CV, moi, je les attacherai. Alors Oui, après, tu peux assumer à 200%, mais on sait comme le marché de l'emploi est difficile, que les attacherais sur la photo de profil dans un chignon bien serré, on se rend pas compte que c'est des dreads. Quand, au moins, ça te permet d'arriver à l'entretien et de montrer. Et là, tu peux étaler toutes tes compétences parce que c'est une élève hyper talentueuse, montrer que tu maîtrises ton sujet, montrer bah, que tu parles très bien, que tu te présentes mhm. bien. Mais malheureusement, on sait très bien que, et même des gens qui sont dans la communication où on devrait avoir plus conscience de nos biais cognitifs, lol, on sait très bien que avoir des dreads lâchés sur une photo, ça peut connoter certains trucs pour certaines personnes. Oui. C'est ça. En fait, c'est ce que je dis toujours. L'idée n'est pas de. Alors, le système est ce qu'il est. Et en fait, l'idée, c'est pas de l'accepter sans jamais le remettre en cause. Par contre, c'est d'avoir aussi conscience qu'on ne le changera pas par un individu. Et Mmh. donc, il y a un moment donné où il faut accepter que le système fonctionne tel qu'il est, qu'il ne va pas changer demain matin, et que donc il faut Mmh. s'inscrire, de la même façon qu'on doit s'inscrire dans les usages du social media pour permettre à une marque d'émerger, et bien dans la vraie vie, finalement, c'est pareil. Et il faut s'inscrire dans les usages du système dans lequel on À la évolue. limite, tu vois, c'est même se dire, je sais que le système me plaît pas pour X ou Y raison,
On est parce que je d'accord. le subis ou que je vois des gens qui subissent les conséquences. Et en fait, t'as plusieurs solutions. C'est soit je le rejette totalement et je veux pas jouer avec ces règles-là, mais du coup, tu te mets un peu à la marge. Soit tu peux te dire, bah, j'accepte le système et je reproduis le système. C'est les Mm. deux extrêmes. Soit tu dis, ok, je comprends les règles, je vais jouer suffisamment avec les règles pour pouvoir rentrer dans le système et ensuite atteindre des places où je peux, en gros, démonter le système de l'intérieur. Ouais. Parce que, typiquement, je reprends l'exemple de mon élève avec ses dreads. Ok, je les attache sur la photo de Mm. CV. Je montre à l'entretien que je connais mon job. Alors après, elle peut les garder attachés pour que les gens ne s'arrêtent pas là-dessus ou les lâcher, mais elle peut les garder attachés, atteindre une position où elle sera en mesure d'arrêter ce stéréotype des gens qui ont des dreads. Et là, tu vois, d'expliquer, de faire de la pédagogie. Je sais pas, quelqu'un lui fait une remarque, un collègue, ah, tes dreads, machin, et faire une association, je sais pas quoi, aux joints, machin. Bah non, en fait, tu vois, de les recadrer sévèrement. Et moi, je suis plus dans cette logique-là. Je sais comment fonctionnent les systèmes. Je vais comprendre suffisamment les règles pour essayer de rentrer dedans. Mais une fois que j'y suis, ok, maintenant, time out, fin de la récré, quoi. Fin de la récré et surtout d'arriver à des niveaux hiérarchiques où potentiellement c'est toi Hmm, qui vas l'embaucher, la fille avec les dreads. c'est ça. Ou le Mais mec c'est avec ça. les dreads. Parce que, C'est en fait, ça exactement y est, ça. t'es arrivé à un truc où tu vas pouvoir corriger ce biais-là. Et c'est vrai que c'est pour moi hyper important. Et on en revient encore une fois à cette notion de, on fait un métier, c'est paradoxal parce que d'un côté, j'ai dit dans la même, la même discussion qu'on fait un métier qui sert à rien, qu'on a une responsabilité sociétale colossale et que les uns et les autres devraient s'interroger un petit Et peu tu vois, pour revenir à et la... parce que, oui, il y a une part de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si on arrête de faire ce qu'on fait aujourd'hui, la Terre tournera sensiblement de la même façon, c'est un fait. Pour Elle autant, évoluera peut-être moins vite vers quelque chose de positif. voilà, exactement, pour autant, on a les moyens, grâce à la communication, d'accélérer certains changements et d'accélérer certaines prises de conscience et de mettre à disposition les ressources pédagogiques justement plus rapidement, plus simplement pour potentiellement toucher les personnes pour qui s'intéresseraient au sujet et qui auraient besoin finalement de se former. Il y a plein de sujets sociétaux fondamentaux en ce moment, voilà, Hmm. sans rentrer dans des trucs très poussés, sur ne serait-ce que la place des jeunes filles dans notre société, la place des Hmm. enfants dans notre société, les choix éducationnels, enfin bref, il y en a plein, et d'avoir justement cette conscience qu'on est, d'un côté, il y a beaucoup de vide, mais il n'y a pas que du vide. Hmm. Et quand on sait utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, à savoir, encore une fois, un outil, Hmm. et Un c'est outil ça, formidable. un outil formidable et un outil avec une puissance colossale, et ben finalement, on y trouve son compte. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je navigue entre différentes plateformes. J'ai rejoint TikTok au départ parce que je suis maman et que j'avais besoin de savoir ce sur quoi ma fille voulait aller. Aujourd'hui, je suis utilisatrice de TikTok. Euh, je ne fais plus la Une même preuve qu'il n'y chose. a pas que des jeunes sur Mais TikTok. non, il n'y a pas que des jeunes sur TikTok. Et j'y trouve mon compte parce qu'il y a tellement de contenus différents et il y a de tout là aussi, des contenus vides de sens et des contenus à très forte valeur ajoutée. Ma fille ne regarde évidemment pas les mêmes choses que moi, mais comme on est quand même sur la même plateforme, on est plus ou moins sur des tendances communes, ça nous quand même, ça nous rassemble. Donc en fait, on a essayé de nous expliquer que les réseaux sociaux ne font que éloigner les gens. C'est une perception des réseaux sociaux, mais c'est pas la seule. Voilà. Et, et c'est en ça où finalement, il faut qu'on garde en tête effectivement qu'on a une responsabilité non négligeable et que prendre conscience de ces biais cognitifs, savoir lesquels ils sont et pourquoi ils existent. Et en fait, c'est pas grave, on en a tous. C'est comme ça. C'est pas grave. Par... On en a tous. Ce qu'il faut juste, c'est prendre le temps de les connaître pour se dire, ah, là, je suis peut-être en train de me laisser avoir par un Embarquer. biais Ouais, cognitif. ouais, ouais. Comment je peux essayer de le corriger, de l'atténuer C'est au ça. minimum, au Ouais, maximum, ouais, quoi. ouais, 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 Et tout pour à en fait. revenir, tu vois, au freelancing, moi, c'est aussi là où je suis contente des fois d'être freelance plus que salarié. C'est parce que en étant freelance, je peux, en choisissant des fois les gens avec qui je travaille, quand j'ai des belles opportunités qui arrivent, bah, je vais peut-être plus mettre des femmes. Je vais essayer Oui, de oui, privilégier, oui, tu vois, des femmes des fois un peu de couleur ou des choses comme oui, ça. tu fais ta petite part Je fais à ton. mon petit lobbying plus ou moins discret sur certains projets, quoi. Ben ouais, Et ouais, ouais. c'est une responsabilité que je me donne de faire ça parce que c'est une forme de communication. Tout à fait, mais complètement. Et donc, d'ailleurs, pour conclure, c'est quoi ta plus belle OP, Chloé? Celle que tu es si fière d'avoir fait ou celle que tu n'as pas faite, mais que tu aurais adoré avoir fait parce que tu l'as trouvée tellement bien Hmm. trouvée, tellement top, tellement. Voilà. Alors,
j'ai pas tellement lancé des opérations, on va dire, pour des clients, parce que c'est vrai Mhm. que j'ai travaillé souvent pour des grands comptes, Ouais. euh, Et en donc, tout du cas coup, en début de carrière, où des coups, c'était avec des agences, tu vois, qui, elles, montaient des OP. J'ai des clients un peu plus modestes, et souvent, c'est, en tout cas, du coup, en tant que freelance, c'est pas forcément des opérations qu'on Mhm. monte, mais c'est plus, tu vois, là, je travaille avec une marque qui fait des éditions juridiques, bah, c'est comment on reprend leurs réseaux sociaux pour aller vers quelque chose de mieux, des meilleures statistiques, des meilleurs contenus. Moi, je travaille beaucoup sur l'optimisation des contenus de mes clients. Donc, c'est pas des opérations. Mais si je devais parler d'une opération, et ça reste du coup la première, c'est vraiment d'avoir pu participer au lancement de la Social Room SNCF. Parce que vraiment, enfin, sur plein d'aspects, que ce soit ma carrière de freelance, que ce soit ma connaissance du métier, que ce soit ma maîtrise des outils social médias, de voir d'autres personnes travailler, de voir une agence travailler avec son client sur un truc qui était, enfin, je veux dire, c'est hors norme. Moi, je me Bien rappelle, à sûr. Social Room, on a toutes les boîtes du CAC 40 qui sont venues regarder comment ça fonctionnait. Je me souviens, Enfin, non, non, mais c'était un méga. Oui, oui, c'était la sociale. voilà. SNCF a fait date, vraiment. Hum, Je veux dire, Elle a hum. posé, Et pour ça, très il faut citer Béatrice Chavanel, qui Mm. a travaillé dessus avec Juliette Aurin et les équipes de François Vogel ici Barbès, d'avoir pu être là à ce moment-là et de voir, parce que vraiment, enfin, j'étais là quand on a lancé tu sais, c'était des vidéos en fait qui étaient en publicité sur TF1 avant le JT et on devait faire vraiment Je me souviens. du real-time unit Oui, je et me j'ai souviens. poursuivi ça. Enfin, j'ai encore travaillé alors que SNCF a changé d'agence entre-temps. J'ai travaillé encore avec eux, je crois, il y a 2 3 ans pour une Mm. Rocco sponsor. Donc, au fur et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment enfin, un peu l'opération de ma vie de Oui, freelance et de social media manager parce que j'ai assisté à la création de la Social Room sur une opération digitale multi-réseau qui faisait de la TV, des réseaux sociaux avec une organisation incroyable pour faire des vidéos tous les jours. Enfin, c'était énorme, c'est énorme et ça m'a permis de aujourd'hui, ça travailler semble pendant. normal, mais à l'époque, c'était pas À normal, quoi. l'époque, C'était pas enfin, du tout la règle. C'était mais très, très je novateur, pense quoi. que les équipes de l'agence qui ont créé ça, ça a dû être une prise de tête organisationnelle, événementielle, social media, TV, équipe sur le terrain et tout. C'était J'ose même pas imaginer. Ah, moi, je vais toujours dire le dire projet sur ce compte, il a toute ma sympathie. Non, mais c'était énorme et d'avoir pu aussi, du coup, avoir la confiance des gens pour les suivre et travailler pendant des années. Et c'est là aussi, tu vois, c'est un truc, on dit, ouais, les freelances, des fois, c'est un peu des mercenaires, ils sont pas fidèles. Ça, c'est un des mythes, mais qui me fatigue parce que vraiment, SNCF, j'ai encore travaillé avec eux, avec leur nouvelle agence, il y a 3 4 ans pour faire une reco strat paid parce qu'entre-temps, il y a 10 ans où j'ai commencé, il y a 14 ans maintenant, où je faisais juste de l'opérationnel, bah, j'ai monté en Mais compétences bien sûr. sur d'autres sujets et donc l'agence m'a rappelé et je retravaille avec eux. Et tu vois, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant, euh, je sais plus quelle personne je voudrais pas écorcher son prénom, mais de la social room, qui en fait, je n'ai jamais vu cette personne-là, je crois, où on a dû se croiser 1 ou 2 fois, Mm. elle m'a recommandé à cette agence Eh ben, tu vois. Oui. qui est venue me voir. Ouais, ben donc. Et typiquement, pareil, on n'a pas du coup trop parlé, mais le réseau, c'est un truc Ah, là, tellement important que je ah, ben, recommande à tous mes étudiants. Et tu vois, d'ailleurs, là, j'ai lancé un mentorat freelance limite pour ça. En mm. fait, c'est tellement important les gens avec qui tu travailles et qui vont te recommander et juste le bouche à oreille. Et ça, c'est vraiment grâce à cette mission sur SNCF, Ouais. grâce voilà, à Juliette Aurin, William Maury, François Vogel et tous les gens que j'ai pu rencontrer. Enfin, je pense qu'avec eux, je suis montée un peu. Je suis passée, tu vois, du TER au TGV, Au quoi. TGV, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis montée dans un TGV et depuis, c'est. Enfin, voilà, le kiff. C'est Le ça. kiff. C'est ça. Chloé, merci infiniment. C'était hyper intéressant de voir un parcours encore différent de celui de ceux, et en tout cas un parcours que je ne connaissais pas, de ceux pour lesquels j'avais déjà pu, sur lesquels j'avais déjà pu me pencher. Ce fut vraiment un grand plaisir. J'espère que ceux qui nous regardent ont pris autant de plaisir qu'on a eu à faire cet échange. C'était une très Voilà. belle discussion. Merci beaucoup. Et en tout cas, ravie de t'avoir rencontré parce que, comme on dit, je pense qu'on s'est peut-être un peu tourné autour Tout à fait. Je crois qu'on s'est un pendant peu des tourné années autour et on a fini sans par se jamais connecter. se rentrer C'est ça. dedans. Merci C'était à très tous sympa. de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très vite pour un troisième épisode de Somi Story, le podcast des femmes qui ont fait et qui font le social media.